La question s'est posée déjà de proposer des accompagnements à distance, pour, pouvoir quand même répondre, à la demande ici parce que, voilà, comme tu le disais, je pense qu'il y a peut-être des personnes, en fonction de leur origine, de leur religion, qui pourraient être intéressées. De manière générale, avec le titre de psychologue, pas l'obligation d'avoir un suivi psychologique. Après, c'est recommandé. Par contre, les psychanalystes, eux, il me semble que c'est, fortement recommandé, voire obligatoire de pouvoir avoir c'est obligatoire de faire son analyse. Bonjour Naïma, comment ça va? Bonjour Laetitia, ça va très bien et toi? Je vais super bien, merci. Je voulais tout d'abord commencer par te remercier d'avoir accepté de participer à Insulaire Podcast. Avant juste de commencer, est-ce que tu peux juste nous dire qui es-tu, d'où viens-tu et juste nous expliquer en fait ce que tu fais? OK. Bon, déjà, je te remercie de m'avoir invitée. Moi, je suis Naïma Adam, j'ai 30 ans, je suis d'origine comorienne. Je suis née et j'ai grandi à Marseille, jusqu'à l'âge de 14 ans. Donc ensuite, je suis partie vivre à La Réunion pour suivre le rêve de ma mère qui souhaitait, aller s'installer là-bas. Donc À j'ai l'âge fait de mon année 14. de 3. Oui, c'est ça. Donc j'ai fait mon année de troisième, puis les années lycée à La Réunion. Et je suis revenue en métropole, après l'obtention de mon bac en 2012. Merci beaucoup. Et quelles sont tes passions et intérêts? Alors, bon, je suis également maman, donc j'ai pas trop le temps, c'est vrai, entre, heu, mes, hem, mes obligations familiales, mon boulot, de pouvoir vraiment développer cette sphère-là de ma vie. J'aime beaucoup tout ce qui va être, conception de produits cosmétiques maison, j'aime bien le design d'intérieur, j'aime bien aussi, apprendre de nouvelles choses. Par exemple, je m'intéresse beaucoup à la permaculture en ce moment. C'est quoi la permaculture? La permaculture, c'est tout ce qui va être, culture, des fruits et légumes, mais de manière, à combiner des choses, à fusionner, faire des fusions de manière à pouvoir, produire sans forcément, intervenir. L'idée, c'est, de faire quelque chose de naturel avec la biodiversité et cetera, de pas trop, faire d'intervention au niveau de la culture. Et du coup, tu fais beaucoup de jardinage ou Alors non, j'ai, commencé à planter des tomates, je fais pas beaucoup de jardinage, je vis en appartement. Mais j'ai déjà planté des tomates, des fraises, mais après tout ce qui va être, tu sais les fusions, enfin les combinaisons, voilà. Tout ce qui va être, combinaison, ça je le fais pas encore parce que j'ai pas le jardin, j'ai pas les équipements. Et je sais pas comment on appelle ça, tu vois les grands trucs là, je sais pas si c'est les serres? Oui, Ouais, c'est c'est ça. ça. Et du coup, tu y vas ou Non, en fait, là, ce qui a fait que je m'intéresse à la permaculture, c'est que je m'intéresse beaucoup au comeback. Ah! Mmh. Donc, je me dis que j'aimerais bien développer un maximum, d'autonomie à ce moment-là. Voilà, c'est pour ça que je m'y intéresse beaucoup, mais c'est vrai que je le développe pas pour forcément beaucoup ici. Je vois. Bon, je te souhaite, beaucoup de courage pour, ce projet, beaucoup de réussite aussi. Donc, Merci. de rien. Est-ce que tu peux juste nous parler de ton métier? Tu m'as dit que tu es psychologue, consultante en accompagnement professionnel. Est-ce que, tu peux expliquer ce que tu fais, par exemple, à un jeune, qui vient de commencer ou qui va avoir son bac? Est-ce que tu peux essayer de lui expliquer ce qu'est un psychologue et ce que fait un psychologue? Alors le psychologue, il va accompagner tout au long de la vie, en fonction des problématiques que vous rencontrez ou même du besoin que vous pouvez rencontrer. L'idée, c'est de pouvoir, accompagner pour trouver votre solution. Donc, ça peut être, différentes thématiques, ça peut être en lien avec le travail, là où je suis spécialisée, ça peut être en lien avec la famille, avec le développement, notamment des enfants. Vous pouvez, travailler, en institution ou à votre compte ou bien dans des structures associatives, comme c'est le cas pour moi. Et tu accompagnes tout type de personnes, que ça soit les plus jeunes aux plus, âgés ou, Alors, de par ma formation, je peux accompagner tout type de personnes. C'est-à-dire que moi, j'ai fait, une spécialité en psychologie de l'accompagnement professionnel. Donc, au niveau de la spécialisation, c'était une approche, plutôt sociale et clinique de Mmh. la psychologie. Donc, j'ai fait mes premiers stages, au sein de CIO, par exemple, les centres d'information et d'orientation, où là, j'étais plutôt en contact avec, des jeunes, notamment, au collège et au lycée. Et ensuite, pour ma deuxième année de master, j'ai fait un stage, au sein d'un CIBC, donc un centre interinstitutionnel de bilan de compétences. Et là, mon public, c'était plutôt des actifs, donc soit demandeurs d'emploi, salariés, indépendants, des personnes qui sont vraiment dans le monde du travail ou qui ont quitté, la formation initiale. Tout à l'heure, tu nous as parlé
de psychologue clinique et social. Est-ce qu'on peut avoir la différence entre les 2? Donc en psychologie clinique, ça va être plutôt orienté pour faire, de l'accompagnement thérapeutique, notamment pour, intervenir, sur tout ce qui va être troubles psychologiques ou, détresse psychologique également. Mais c'est assez vaste, hein, là ça serait, être réducteur de s'arrêter juste à là. Et en psychologie sociale, là, ça va être vraiment au niveau des intervenir au niveau des interactions notamment, comme par exemple quand on intervient sur l'accompagnement professionnel, il va y avoir, hem, à prendre en charge tout ce qui va être le relationnel au travail ou les liens qu'on peut en faire avec, la famille et cetera. Éléments qu'on aborde également en psychologie clinique. Pour moi, c'était vraiment le parcours qui faisait le plus de sens pour moi. Et tu suis en individuel ou aussi, par exemple, des personnes, en couple ou des familles? Là où je travaille actuellement, je suis pas de famille parce qu'on est vraiment centré sur l'accompagnement professionnel et je ne suis pas employée en tant que psychologue. Je suis employée en tant que consultante. Donc ça veut dire que tout ce qui va être en lien avec, code de déontologie, la structure, ne va pas prendre en compte cet élément-là. C'est à moi en tant que psy, de par ma posture, je vais faire attention à certaines choses, mais sinon, de par mon poste de consultante, je n'ai pas forcément une obligation, par rapport au respect du code de déontologie. Sinon, pour le fait de savoir qui je vais suivre, ça va être, des personnes, comme je le disais, adultes, en individuel ou en groupe en fonction des prestations. Étant donné que j'interviens pas en tant que psychologue, mais en tant que consultante, je vais pouvoir mettre en œuvre, des prestations, notamment, heu, de nos partenaires comme France Travail ou, des prestations qui peuvent être financées par l'AGEFIP, par exemple, qui accompagne les, personnes en situation de handicap. Donc ça va pas être des accompagnements thérapeutiques. Là, on est vraiment centré sur, la remobilisation ou la dynamisation ou, favoriser le développement, l'évolution professionnelle ou la reconversion. Mais du coup, en fait, je me pose une question sur, cette partie-là. Quand une personne veut se reconvertir, pourquoi il y a besoin de faire intervenir, par exemple, un psychologue ou une personne, en fait, enfin, un spécialiste en tout cas, où on se dit, enfin, quand on est à l'extérieur, on se dit: «Bah, la personne veut se reconvertir, on l'accompagne juste dans sa reconversion». Mais pourquoi il y a besoin de faire vraiment intervenir un psychologue? Oui, finalement, quelle est la plus-value du psychologue dans cette situation-là? Oui. Pour moi, la plus-value du psychologue, c'est qu'il y a des personnes qui veulent se reconvertir et qui n'ont pas forcément d'idées, soit n'ont pas, vraiment réfléchi aux tenants et aux aboutissants de cette reconversion. Quels sont les enjeux pour eux? Qu'est-ce que ça va impacter comme changement dans leur vie de manière plus globale? Donc je m'explique, par exemple, on accueille des personnes en conseil en évolution professionnelle qui se disent, «J'ai entendu, qu'en région Occitanie, il y a énormément de besoins, dans le transport routier, donc je sais qu'il y a de l'emploi dedans, je veux me reconvertir en tant que conducteur routier». Sauf qu'être conducteur routier, enfin les personnes ne connaissent pas forcément, le métier. C'est-à-dire qu'elles ne se sont pas forcément confrontées à la réalité du métier. Donc on va aider à soulever quelques questions, quelques éléments qui n'auraient peut-être pas été soulevés et ça va permettre vraiment à la personne de faire ce cheminement et de se positionner en tout état de cause sur, un projet, sachant que, par exemple, elle va prendre en compte uniquement la sphère professionnelle, alors que la sphère professionnelle va avoir un impact forcément sur sa vie personnelle, voire, sociale. Donc ça serait parce que si la personne veut faire, chauffeur routier, après on se dit chauffeur routier, c'est assez dangereux aussi, donc est-ce que vous allez juger aussi psychologiquement si la personne est aussi apte à faire ce métier? Ou ça serait dans un enfin, après que la personne ait commencé ou avant même que la personne fasse la formation, vous allez déjà essayer de juger si cette partie-là est respectée ou pas? Alors vraiment, on fait pas du tout de jugement. L'idée, c'est, d'accompagner la personne, à se l'amener à se questionner sur certains éléments, de sorte à ce qu'elle puisse, elle-même constater qu'effectivement, par exemple, si elle a une addiction, que ça va pas être, en fonction de l'addiction adapté, pour, ce métier-là. On accompagne également des projets de reconversion qui sont forcés. Par exemple, des personnes qui ont, des accidents de la vie ou du travail et qui doivent, changer de métier à cause de ça. L'idée, c'est déjà d'accompagner, le deuil de cette profession-là, parce que souvent, ils n'ont pas forcément envie de changer de métier, mais ils sont obligés et puis, les accompagner dans la découverte, de nouvelles perspectives d'emploi, de nouvelles perspectives aussi de nouveaux horizons, et de se dire qu'on n'est pas réduit au handicap. La situation, est handicapante effectivement,
où, la problématique de santé est handicapante, mais, on peut s'épanouir et faire beaucoup d'autres choses, malgré ça. Et j'avais aussi une dernière question sur cette partie-là. C'est, ça fait combien de temps que tu es dans la psychologie sociale? Alors moi, je suis diplômée depuis 2021, donc à l'issue de mon parcours, scolaire, universitaire, et de mon stage de fin d'études que j'ai réalisé au CIBC justement. J'ai eu l'opportunité d'intégrer, la structure avant même, d'avoir soutenu mon mémoire. Donc, j'avais commencé déjà, à être consultante. C'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'on n'est pas embauché aussi en tant que psychologue. Donc, ça fait 3 ans que je travaille, dans cette structure. Puis, je réfléchis aussi à l'éventualité de me mettre à mon compte parce que, c'est vrai que je me sens un peu limitée par rapport à tout ce que j'aimerais apporter, au niveau de l'accompagnement psychologique. Et du coup, tu veux aussi reprendre la clinique aussi? Voilà, si je finis par, sauter le pas, l'idée ça serait, voilà, de me spécialiser aussi notamment en thérapie cognitive, et comportementale. Voilà, les TCC, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup, me sentir beaucoup plus outillée pour accompagner en thérapie. Moi, je te souhaite beaucoup beaucoup de courage et j'ai vraiment envie que que tu viennes ici de cette partie-là. Parce qu'on n'a pas forcément, bon moi je peux en parler, mais on n'a pas forcément beaucoup de psychologues de chez nous. Et en général, quand tu cherches un psychologue, tu essaies quand même de chercher quelqu'un qui va comprendre aussi, l'histoire, qui va comprendre aussi, enfin, tes origines, une personne qui est musulmane, une personne qui n'est pas musulmane, on n'a pas forcément les mêmes problèmes et tout. Quand on arrive, devant un psychologue et qu'on lui dit: «Oui, mais ma religion dit ça», «Oui, mais pourquoi tu suis ta religion?» «Bah si, en fait, j'ai envie de suivre quand même ma religion, mais il y a quand même des problèmes aussi à prendre en compte», donc assez compliqué de trouver quelqu'un, de chez nous. C'est vrai que ça peut être rassurant de trouver un professionnel qui va avoir, bah, le même cadre de référence que nous parce que, on a tous notre histoire de vie, mais qui va pouvoir, entendre et que ça fasse écho peut-être chez lui, ce dont on aborde. Clairement, clairement, clairement. Donc on va revenir un peu. Donc merci, Naïma pour toutes ces explications. Je pense que c'est clair. En tout cas pour moi, c'est clair. On va revenir un peu à ton enfance. Tu m'as dit que tu as grandi à Marseille. Oui. Et est-ce que tu as un souvenir, que ça soit à Marseille ou au moment où tu es partie à La Réunion, est-ce que tu as un souvenir d'un frein, enfin d'un quelconque frein que tu aurais pu avoir et qui, à l'époque, aurait pu, te faire dire: «Bah, ça va être compliqué, les études pour moi» ou «Ça va être compliqué d'aller un peu plus loin, dans les études». Que tu te rappelles juste de quelque chose ou d'un frein ou d'un problème quelconque? Alors, comme je disais, c'était le rêve de ma mère de vivre à La Réunion. On était tous partants pour y aller. L'idée, c'est qu'on n'avait pas laissé notre appartement, c'était de partir donc une première année, voir ce que ça donnait et puis si ça n'allait pas, ben, finalement de rentrer. La première année s'était super bien déroulée. Là, c'était vraiment la découverte de l'île. On a fait le tour et justement, je trouve que j'ai vite fait le tour de l'île. Donc à l'issue de cette première année, j'ai proposé à ma mère qu'on rentre à Marseille et c'était plus du tout dans ses projets. Donc voilà, elle s'était très bien installée, très bien intégrée, elle se voyait y rester. Donc elle m'avait dit: «Quand tu auras ton bac, tu feras ce que tu veux». Et c'est pas rentré dans l'oreille d'une sourde. Vraiment mon objectif, à l'issue de cette première année, c'était, d'obtenir, mon bac et voilà le passeport pour partir, quoi. Ouais, je vois absolument ce que tu veux dire. Parce que j'ai vécu à Marseille moi aussi, mais j'ai vécu il me semble de mes 6 ans à mes 10 ans Mmh mh. et on est parti de Marseille alors qu'on voulait pas, on avait tous nos amis. On est arrivé à Mayotte et ma mère nous a dit: «Ben, quand tu auras ton bac, tu pourras aussi partir». Après elle est revenue encore en France, quelques années plus tard, mais c'était, «Non, tu me suis, c'est moi la maman, Oui, tu tout me à fait. suis, là où je vais, c'est tout». Bon, je trouve que c'est déjà, dans notre culture, c'est déjà, un grand cadeau de pouvoir faire ce qu'on veut après l'obtention du bac parce que pas forcément cette liberté qui est autorisée. Du tout. Et là, du coup, tu restes tu restes à La Réunion, pardon, et du coup, ton lycée, tu le fais à La Réunion. Est-ce que c'est plus un lycée professionnel général? Et avant ça, est-ce qu'on t'avait déjà parlé du lycée? Est-ce qu'on t'avait dit qu'il y avait 2 options, lycée général et professionnel? Alors j'étais au courant qu'il y avait 2 options. Je sais pas si on me l'avait spécifié, de manière particulière, mais j'étais au courant. D'ailleurs, au départ, je voulais, intégrer,
une filière, ST2S, sciences technologiques des secteurs de la santé, des secteurs sanitaires et social, je sais même plus. Je sais même plus s'il existe encore d'ailleurs. C'est il a peut-être, l'intitulé a peut-être été réformé, mais en tout cas, voilà, l'idée c'était d'aller de m'orienter vers, une filière technologique, pour, devenir infirmière. Sauf que bon, au niveau des inscriptions, étant mal informée, c'était un peu trop tard. Donc je me suis orientée vers, un lycée, général. Bon, c'était lycée général et technologique, mais sur une voie générale. Donc c'était une seconde SES et ensuite, je me suis orientée vers, la 1 et la terminale S. Donc, j'avais de très bons résultats, en seconde, notamment dans les matières scientifiques, mais, arrivée en première et terminale S, c'est vrai que le niveau était tout autre. Donc, j'ai pris une petite claque quand même. J'ai pris une petite claque, je me souviens que j'avais commencé pour la première fois à prendre des soutiens, notamment en maths. Je me faisais aider aussi par un ami, un très bon ami, Nabil d'ailleurs, qui était super fort en physique-chimie, pour essayer de tenir la route. Vraiment, c'était une période très, très difficile pour moi parce que j'avais l'habitude d'être dans l'excellence et là, j'y étais pas, clairement et je savais qu'il y avait aussi l'enjeu de pouvoir partir, avoir enfin cette liberté. Du coup, j'allais te poser la question comment tu révisais un peu et ton état d'esprit au moment des révisions, parce que tu savais qu'il y avait le bac derrière, mais est-ce que tu avais, du coup, du soutien de la famille à la maison ou c'était que ton ami et le fait d'avoir aussi beaucoup d'autonomie de ton côté? Alors j'avais beaucoup de soutien de ma mère qui essayait de trouver des solutions, voilà, de trouver des personnes qui pouvaient, me donner des cours particuliers. J'avais une amie, bon, en seconde, avec qui on se challengeait un peu, on était dans la même classe, donc on se challengeait, mais les choses sérieuses ont commencé vraiment, en terminale et là, je pense que le soutien principal que j'ai eu, c'est celui de ma mère, avec, l'identification des personnes qui pourraient m'apporter des cours particuliers. Et du coup, pour, la terminale, comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta terminale? Tu arrivée encore un peu plus avec de la peur ou est-ce que, tu appréhendais du coup le bac? Ou au final, avec toute cette préparation, le fait d'avoir aussi du monde autour de toi, tu avais un peu déstressé aussi? Ah non, c'était une période vraiment très, très difficile pour moi, parce que comme je te disais, je sentais que j'avais pas le niveau. Je sentais que j'avais pas le niveau en mathématiques. Finalement, j'avais plutôt un profil littéraire, d'ailleurs, c'est là où j'ai eu les meilleures notes et puis, malgré le soutien que j'ai pu avoir, l'enjeu était tellement gros pour moi de pouvoir réussir le bac et partir parce que j'avais vraiment cette pression de rester à La Réunion. Je voulais quitter l'île, voilà, par exemple, au niveau de ma classe, c'était vraiment le stéréotype, tu vois, des classes, scientifiques, comme dans les films américains où les personnes, elles écoutent de la musique, il y a qu'eux qui écoutent. Toi, tu ne sais pas qui sont les artistes. Ils sont tous, geeks à jouer aux jeux vidéo alors que moi, c'était pas du tout mon truc. Enfin, vraiment dans ma classe, j'étais pas du tout intégrée. Je m'entendais super bien avec, des personnes d'autres filières, mais, dans ma classe, c'était pas du tout le cas donc, pour te donner une anecdote, par exemple, j'étais souvent collée parce que j'arrivais toujours en retard, enfin souvent en retard, parce que je ne voulais pas prendre du temps à rester avec les gens. Donc j'y allais, pour la sonnerie et des fois c'était trop tard. Donc voilà pourquoi j'étais collée. En fait, j'arrive pas à comprendre pourquoi tu as atterri en scientifique alors? Est-ce qu'au départ, c'était une envie qui venait de ton côté d'aller en scientifique ou tu avais, déjà un truc en tête, tu avais un métier en tête et tu t'es dit: «En allant en scientifique, là, ça serait plus facile pour ce métier-là»? Alors j'ai toujours voulu travailler dans le domaine de la santé, sans vouloir forcément faire des études de médecine. Ça je voulais pas. Je savais que ça prend trop d'années et j'avais aussi, des objectifs de vie, personnels, où je savais que ça allait pas être compatible, notamment familiaux, mais on pourra y revenir. Et à côté de l'idée de devenir infirmière, j'avais aussi pensé au métier de kiné. À ce moment-là, je savais que le concours, parce que c'était encore sur concours, c'était sur le programme de première et terminale S, notamment en physique-chimie. Donc voilà pourquoi je me suis orientée finalement en S et c'est d'ailleurs parce que c'était compliqué pour moi que j'ai abandonné l'idée de devenir kiné. Parce que je me suis dit: «Ah non, la physique-chimie, c'est pas pour moi et si c'est la base du concours, c'est que finalement c'est la base aussi des études». Mmh. Donc je suis revenue sur mon souhait de devenir infirmière à ce moment-là. Là, j'ai une question, mais c'est juste par curiosité. Est-ce que, faire intervenir, par exemple, un psychologue à ce moment-là, pour les jeunes, ça serait pas plus facile? Parce que enfin, je dis ça parce que moi, pareil, en seconde, j'avais une prof de français qui m'avait dit: «Mais pourquoi tu vas pas en littéraire?»
J'ai dit: «Non madame, moi je veux pas aller en littéraire. Moi je suis faite pour faire de des sciences, de la science. Je peux pas aller en littéraire». Parce que je voulais absolument faire médecine, mais en même temps, elle voyait que j'étais très bonne sur les filières, littéraires. J'ai complètement refusé en lui disant: «Bah non, c'est pas fait pour moi». Alors qu'elle, elle le voyait et aujourd'hui, je me rends compte que c'est vraiment des matières ou une filière qui me plaît, mais je me mentais un peu à moi-même au mode de: «Non, moi je veux faire que des sciences, que des sciences». Est-ce que faire intervenir un psychologue à ce moment-là, ça serait, pas plus facile, je dirais, pour les élèves? Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a pas mal de psychologues qui proposent des bilans d'orientation, des psychologues ou des structures comme celle dans laquelle je travaille qui proposent des bilans d'orientation aux jeunes afin d'éclairer un peu tout ça. Déjà, il y a des jeunes qui sont perdus et d'autres qui ont besoin de faire valider leur choix, hem, avec, une idée claire de ce qui les attend en fonction de la filière qu'ils auront choisie. L'idée elle est là, hein, au niveau politique, l'idée elle est là. C'est pour ça qu'on avait les conseillers conseillers d'insertion, oui, à l'école. Non, conseillère d'orientation, oui, voilà. Conseillère d'orientation, avant c'était conseillère d'orientation psychologue, sauf qu'il y avait pas besoin d'être, titulaire d'un master en psychologie et donc d'être titulaire du titre de psychologue pour pouvoir exercer. Sauf qu'en 2017, il y a eu une réforme qui a fait que la licence n'était plus, suffisante. Et donc aujourd'hui, c'est des psychologues de l'éducation nationale. Donc ça existe. Malheureusement, il y a pas assez de moyens. Donc pas ass la possibilité de vraiment pouvoir accompagner et recevoir, individuellement tous les élèves, pas assez de psychologues aussi. Franchement, ça serait super bien parce que je sais que ma petite sœur aussi était dans le même cas. Elle, elle voulait faire médecine et arrivé à un moment, elle s'est rendue compte que médecine n'était pas fait pour elle. Elle a changé, aujourd'hui, elle veut faire psychologue, mais entre-temps, en fait, entre le choix de je veux plus faire médecine, l'été, bah, je suis perdue. Il y avait que ça dans ma tête et aujourd'hui, je sais plus quoi faire jusqu'à ce que vraiment elle commence à réfléchir et je sais que ça l'aurait beaucoup aidée. C'est pour ça que les parents font beaucoup appel aujourd'hui à des professionnels externes à l'éducation nationale justement pour, par rapport à ces questions-là. D'accord. Merci beaucoup et du coup, tu arrives à obtenir ton bac. Oui. Là, tu te prépares pour partir ou tu te dis: «Je reste quand même un peu»? Non, là, ma valise, elle est déjà faite à ce moment. Je vois les résultats, je prépare mes bagages. Je me questionne pas. Sauf que, alors, comme je le disais, mon projet, c'était de devenir infirmière et la période d'inscription, enfin, tout ce qui est en lien avec les concours était déjà passé. Donc je m'étais orientée plutôt, sur admission post-bac, sur un BTS, le BTS SP3S, services et prestations des secteurs sanitaire et social. Pensant que ça me préparait au concours. Parce que là, au niveau de la description, de la formation, il y avait un petit paragraphe par rapport à la préparation au concours. Donc, je m'inscris, c'est dans un établissement qui se trouve, au Kremlin-Bicêtre, dans la région parisienne. Je fais ma demande de bourse, je fais ma demande de logement aussi, Crous, et une semaine avant le départ, je n'ai toujours pas de réponse concernant le logement. OK. Donc là, ça c'est un peu compliqué parce que moi, toute ma famille vivait à Marseille. On vit toujours à Marseille. On a essayé de faire, voilà, jouer le réseau pour trouver une solution et j'ai une amie de ma mère qui vit à Paris justement et qui a accepté de m'accueillir, bon, qui est d'origine comorienne également, accepté de m'accueillir, le temps de trouver une solution. Mais sinon, franchement, je pense que je serais arrivée à l'aéroport, étant donné le soutien qu'il y a aussi dans la communauté, je pense qu'arriver à l'aéroport, si j'avais pas de logement, il suffisait que je croise un Comorien, j'aurais dit, «Je viens de tel village, je suis aujourd'hui, j'ai pas de maison». J'aurais dormi quand même au chaud à mon avis. Mais bon, j'étais quand même rassurée de savoir que, voilà, on avait trouvé une solution. Et tu as eu un accompagnement aussi par rapport aux démarches ou pas du tout? Démarches, de logement, les démarches, pour la bourse, tout enfin, toute ta préparation avant le départ, est-ce que c'était plus en autonomie? Tu as eu un accompagnement? Ah non, ça c'était, en totale autonomie. La demande d'aide financière parce qu'il y a des aides aussi, qui sont possibles, pour, les étudiants d'outre-mer. Tout ça, ça a été en autonomie. Donc, ma mère, elle n'aime pas trop tout ce qui est paperasse en plus, donc, c'était vraiment même sans ma mère, j'ai envie de dire et heureusement que je suis quelqu'un qui d'assez organisé et qui prévoit les choses parce que sinon je pense que ça pourrait être compliqué effectivement. Et c'était le lycée qui vous donnait toutes les informations? Non, non, c'était pas le lycée. Alors je me souviens plus comment ça s'appelait, je crois que ça existe encore. La DPSU, la DOM? La DOM, voilà. La DOM? Il y avait la DOM et une aide du conseil départemental pour, pouvoir s'installer. Mmh, OK. Donc non, en fait, ça s'est fait, c'est entre jeunes, on en entend parler, enfin, on sait qu'après, la question se pose, hein, l'année du bac, de quitter La Réunion.
Ça, c'était, très courant parce qu'il y a pas beaucoup de possibilités. Il y en a, en tout cas, à l'époque où j'y étais, par exemple, il y avait qu'un seul établissement, pour psychologie et c'était un établissement privé. Mais tu pas souvenir qu'il y a eu, par exemple des ateliers où on vient vous expliquer les différentes aides Non, pas du tout. qui sont OK. C'est dommage. C'est Oui, oui, vraiment domm ce serait très, très utile, je pense. et là, tu arrives au Kremlin-Bicêtre, tu commences ton année. Est-ce que tu peux nous expliquer ta première année, du coup, en BTS? Puisque là, tu t'es inscrite en BTS. Est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est passée ta première année? Alors ça te change pas trop parce que tu as déjà vécu, en France, mais là, tu viens en Île-de-France et des années plus tard, un peu toute seule aussi, un peu en autonomie. Comment ça se passe? Pour moi, ça change beaucoup. Paris et Marseille, c'est le jour et la nuit. Oui. Déjà, même si je connais la métropole, en fonction de là où on se trouve et là, j'ai envie de dire, aux futurs étudiants qui vivent en outre-mer ou qui vivent aux Comores ou ailleurs, la France, c'est pas partout pareil. Le choix de la ville, c'est très, très important. J'ai fait le choix de Paris, hein. J'ai fait le choix de Paris pour tout te dire, j'aurais peut-être pu trouver, avoir l'opportunité de faire ce BTS-là, à Marseille, mais je rêvais de liberté et si j'étais à Marseille, j'aurais été chez de la famille. J'aurais été peut-être plus restreinte, et puis l'idée d'aller, voilà, dans une grande ville, de l'envie de découvrir le monde, quoi. À ce moment-là, j'ai été confrontée déjà au climat, parce que le climat à Paris, c'est pas le même climat à Marseille, encore moins celui de La Réunion. Je pense que c'est la période où j'ai eu le plus de problèmes de dos dans ma vie d'ailleurs, à cause du froid. Ah ouais? Ouais, ouais, j'étais tout le temps crispée, j'avais déjà des problèmes de dos, avant ça. Ça s'est accentué justement à cause du climat. Le rythme de vie avec, les transports en commun, tu as l'impression de passer tout ton temps libre dans les transports en commun pour rentrer ou pour partir. Le fait que les personnes sont un peu moins accoster les gens dans la rue, en comparaison, par exemple, à Marseille ou d'autres villes. Les gens sont pressés, les gens n'ont pas le temps de te répondre, de t'aider. Ils ont des visages serrés, tu as peur de leur parler? C'est ça. Bon, après, je comprends que leur rythme de vie, conduise à ça, hein, mais c'est compliqué quand tu viens d'arriver de ne pas savoir vers qui te tourner justement pour trouver de l'aide. Donc cette période-là, ça a été assez compliqué, mais heureusement, j'avais quand même le soutien, de Sabine, c'était ma deuxième maman. Elle avait des enfants, bon, que des garçons, mais ça se passait super bien avec eux. Donc j'ai fait, 3 semaines, chez eux avant de pouvoir trouver un logement. Là, par contre, j'avais fait appel justement à l'assistante sociale de l'établissement, du lycée, pour pouvoir, débloquer cette situation et trouver mon logement à moi. Et comment enfin, comment tu as eu, l'information que l'assistante sociale de l'établissement pouvait t'aider? Je savais qu'il y avait une assistante sociale. Je sais pour moi, dans tous les établissements, il y avait des assistants sociaux et donc j'étais allée voir à l'accueil pour savoir où est-ce que ça se trouvait et j'ai eu un rendez-vous et à ce moment-là, l'assistante sociale a fait toutes les démarches, pour que je puisse trouver un logement assez rapidement et effectivement, en 3 semaines, j'avais ma petite chambre, en résidence universitaire. Merci beaucoup et du coup concernant, toujours le BTS, comment ça se passe ta première année? C'est la déception, la totale déception. C'est la déception parce qu'en fait, je suis pas du tout préparée au concours. C'est un parcours très, support administratif, en fait. C'est vraiment, un parcours pour travailler, dans des institutions comme la CAF, par exemple, et c'était pas du tout, ce à quoi je m'attendais, c'était pas du tout mon objectif. Donc très, très déçue. J'avais quand même un désinvestissement. À cette période aussi, j'ai fait connaissance avec mon mari. Donc je pense que j'avais perdu ce focus sur les études parce que j'étais déçue. Voilà, c'était pas ça me motivait. Là, tu avais toujours en tête d'être kiné à ce moment-là? Ah non, là, à ce moment-là, je voulais devenir infirmière. Comme je te disais, j'avais raté la période des concours, donc je me suis inscrite, au BTS. J'ai fait ma première année de BTS. En cours d'année, j'ai pu, me présenter, à un 1er concours. J'ai réussi les écrits, par contre à l'oral, j'ai tout fait capoter. Donc je savais que, je n'allais pas intégrer l'année d'après, l'IFSI, qu'il me fallait donc, une solution alternative. C'est là que je me suis orientée en psychologie. Donc je me suis dit: «Je vais m'inscrire en première année de psycho, ça sera un bagage pour moi pour, justement, mon parcours d'infirmière. Donc je me suis inscrite à l'université Paris 13 à Villetaneuse. La 1re année était super, c'était très enrichissant. Là, c'est vraiment la psycho au sens large, tu découvres tout, tu découvres les prémices, c'est passionnant pour moi. Au cours de la première année de psycho, je retente le concours d'infirmière. Cette fois, je le réussis, mais je suis sur liste d'attente, 60e. 60e liste d'attente, donc il y avait combien de personnes qui du coup ils attendaient combien de personnes? Je sais plus l'effectif, mais en tout cas,
60e, c'est-à-dire que j'avais réussi, j'avais de bons résultats, sauf qu'il y avait, toutes les personnes, qui pouvaient entrer dans la capacité qui avaient eu de meilleurs résultats que moi, plus les personnes qui étaient devant moi, donc les 60 personnes, avant moi qui avaient eu de meilleurs résultats et il fallait que ces personnes-là se désistent pour que je puisse avoir une place et autant te dire que peut-être que quelques-uns se sont désistés, hein, parce qu'ils ont peut-être été acceptés dans d'autres établissements, mais pas 60. Donc j'ai, raté encore l'entrée. Là, je me suis dit, «J'en peux plus de Paris». Ça faisait 2 ans à Paris, j'en pouvais plus. Comme je te disais, j'ai rencontré mon mari. Je suis arrivée en France en 2012, on s'est mariés en 2013, on est retourné à La Réunion pour se marier en 2013 et en fait, c'était plus possible pour nous de vivre dans ces conditions. On avait eu des difficultés pour trouver un logement, heu, vivre dans un tout petit, 9 m², par exemple, c'était clairement pas possible. Même, on s'était tourné même dans des foyers jeunes travailleurs pour trouver un logement et c'était pas possible. Enfin, on était sur des listes d'attente qui clairement pas prioritaires. Donc, beaucoup de choses s'accumulaient et nous ont encouragés à partir. On voulait retourner dans le sud. Enfin, en tout cas, moi, je voulais retourner dans le sud. Mon mari n'était pas contre du tout et je voulais pas retourner à Marseille. Je cherchais une ville, qui avait le métro, donc il y avait Lyon ou Toulouse et à Toulouse, il y avait le métro et j'y étais déjà allée pendant des vacances, avec ma mère donc pour moi, ça s'est fait, naturellement. Il y avait la psycho, je pouvais m'inscrire en deuxième année. Donc voilà, je fais mes inscriptions, mon mari, passe, des entretiens et on va Et là, du coup, tu fais toutes tes années de psychologie à Toulouse. voilà, de la deuxième année de licence au master 2, je suis à Toulouse. Et est-ce que tu peux nous parler des stages? À quel moment, en fait, en psychologie, tu dois chercher un stage et comment ça s'est passé, toi, tes recherches de stage? Alors, j'ai fait en psycho, ce qui est, demandé, obligatoire, c'est, un stage en licence, en troisième année de licence. Donc, j'ai fait ce stage-là dans un fast-food. Donc c'était, la restauration rapide, ils faisaient des burgers. Ch Mathématiques, c'était sur le stress au travail. J'ai trouvé facilement parce que, c'était avec le bouche à oreille, clairement. C'était clairement le bouche à oreille à ce moment-là, donc j'ai trouvé assez facilement. J'ai su plus tard que c'était très, très recommandé de faire des stages facultatifs, mais n'ayant pas pour projet à ce moment-là de devenir psychologue, de toute façon, je sais pas si ça aurait eu un impact Mmh. si j'aurais fait ces stages facultatifs-là. Et ensuite, tu as le stage obligatoire de master 1 que j'ai fait dans un CIO, comme je te disais, CIO et établissement de l'éducation nationale et le stage de master 2 que j'ai fait, là où je travaille actuellement, donc au CIBC. Ces 2 derniers stages, j'ai postulé, hein. J'ai envoyé des candidatures, dans toutes les structures, candidatures personnalisées, lettres de motivation personnalisées, ça prend énormément de temps. Ça permet de connaître les structures, de savoir ce qu'elles proposent, de connaître leur mission, mais franchement, c'est énormément d'investissement de temps, je trouve. Et à ce moment-là, en master, là, c'est bon, tu es sûre que tu veux être psychologue ou toujours pas? Ah, s oui, alors, j'arrive à Toulouse. Bon, entre-temps, comme je le disais, je me suis mariée et j'avais pour projet de fonder une famille, fonder une famille assez tôt, raison pour laquelle je ne voulais pas me lancer dans des études de médecine et de toute façon, je pense que j'aurais pas survécu. Mais, voilà, je lance ce projet-là avec mon conjoint et puis, enfin mon conjoint, mon mari. Je tombe enceinte durant mon année de licence 3. Durant mon année de licence 3, j'accouche, un peu avant les examens d'ailleurs et à ce moment-là, mon projet finalement, c'était, de poursuivre en psycho parce que ça me plaisait beaucoup. Je m'étais dit: «Bon, tant qu'à faire, je poursuis jusqu'en licence et après je retente le concours». Mais, avec l'arrivée de ma grossesse, il y a eu beaucoup de choses qui ont été remuées en moi. Je m'étais dit: «Bon, tu vas avoir un enfant, est-ce que tu te lances encore dans un autre, cursus scolaire?» Surtout qu'au niveau des retours qu'on a, au niveau des stagiaires, en IFSI, c'est très, très compliqué. Moi, j'avais vu des témoignages, de personnes d'une quarantaine d'années qui faisaient des reconversions professionnelles pour devenir infirmières et qui rentraient à la maison, en sanglots parce que, voilà le poids du statut de stagiaire était trop lourd à porter avec, tous les pour moi, c'est de la maltraitance, hein, beaucoup de cas de maltraitance au niveau hospitalier. Donc, je m'étais dit: Je suis pas prête à supporter tout ça et pouvoir aussi, être présente, pour mon enfant en fin de journée ou rentrer à la maison». Donc, à ce moment-là, j'ai remanié mon projet, on va dire et je m'étais dit: «Pourquoi pas devenir conseiller d'orientation psychologue?» vu qu'il fallait uniquement la licence. Pour moi, tout était tracé, j'accouchais et puis l'année d'après, j'allais, devenir conseillère d'orientation psychologue. Sauf que, comme je te disais, il y a eu la réforme
et j'en prends connaissance, quelques semaines avant l'arrêt des inscriptions pour, le master. Donc là, pour moi, c'est la grosse claque. J'avais prévu de faire, une année sabbatique pour m'occuper de mon enfant et ensuite, postuler, sauf que je pouvais pas parce qu'il fallait que je poursuive mes études si je voulais devenir conseillère d'orientation psychologue. En master. C'est ça. Donc là, en master, c'était la dernière année en fait pour passer, en master 1 sans, passer le concours, enfin sans passer la sélection. La sélection se faisait du master 1 au master 2 et comme je le disais, mon projet principal n'était pas de devenir, psychologue. Donc j'avais pas mis le paquet, pour avoir les meilleures notes, j'avais pas fait de stage facultatif et cetera et je savais que ça allait être, ça allait jouer en ma défaveur en fait pour être sélectionnée, de la licence, au master 1. Donc j'étais clairement obligée de poursuivre et d'avoir un dossier en béton en master 1 pour pouvoir, être sélectionnée en master 2. Et tu eu de la famille qui est venue t'aider après, après ton accouchement? Parce que là, du coup, tu es maman, tu continues tes études, tu es, mariée, du coup, tu as un foyer aussi. Est-ce que tu as eu de l'aide? Alors pour le dernier mois, j'ai été soutenue. J'avais ma mère et ma belle-mère à la maison, avec mes belles-sœurs d'ailleurs. Heureusement qu'on avait un grand appartement. Là aussi, d'où l'importance de bien choisir la ville parce que vraiment c'était très abordable, à Toulouse à ce moment-là. C'est peut-être plus trop le cas aujourd'hui, enfin moins le cas aujourd'hui, mais toujours plus abordable que Paris par exemple. Donc le dernier mois de grossesse et le premier mois, après l'accouchement, j'avais du soutien de ma mère et ma belle-mère. Ensuite, elles ont dû, reprendre le cours de leur vie Ouais. parce qu'elles sont encore actives et puis, là, on s'est retrouvés, mon mari et moi, tout seuls avec mon fils et ça a été très, très compliqué parce que comme je le disais, j'avais prévu de faire une année sabbatique, donc je n'avais pas du tout, prévu d'inscription en crèche, par exemple et donc on n'avait pas de moyens de garde. On a dû se débrouiller comme on pouvait. J'allais uniquement au TD, je n'allais pas aux amphis. Mon mari qui travaillait dans la restauration et qui était déjà, gérant dans la restauration avait pu, améliorer, enfin adapter son planning pour pouvoir, garder mon fils pendant les périodes où j'étais en TD. Puis voilà, ça s'est fait comme ça pendant 1 an et demi, le temps de trouver une place en crèche. C'est énorme, 1 an. Waouh! Oui, oui, c'était, un gros challenge. Et la deuxième année, du coup, ça a été, c'était est-ce que ça a été plus facile? C'est-à-dire la deuxième année de master? De master, oui. Non, pour moi, ça a été vraiment la plus dure, la plus intéressante parce qu'en master, on se spécialise et donc là, on entre vraiment dans le cœur de ce qui va nous intéresser et de ce qu'on va concrètement faire après sur le terrain. Mais ça a été la plus compliquée parce que, moi, mon fils ne dormait pas. Pour faire les mémoires, c'était très compliqué. Pour te donner une petite anecdote, j'ai une photo de lui et moi à 1 heure du matin devant mon PC parce que je m'étais extirpée de sa chambre pour aller bosser et finalement, il s'est rendu compte et il m'a rejoint. Enfin, j'avais jamais de moment où c'était terminé. Je pense tout à fait je pense que c'est conciliable, hein, les études et la vie de famille. Je pense que c'est conciliable. Il suffit d'avoir une bonne organisation, mais il peut y avoir des événements qui nous échappent, comme le fait qu'un enfant ne dorme pas Oui. jusqu'à 3 ans et du coup d'avoir des Jusqu'à difficultés pour 3 ans? voilà, ça je l'avais pas prévu comme ça, mais on y arrive. Oui, on a eu le même, enfin, je vais pas te spoiler parce que tu as pas encore écouté jusqu'à la fin, mais sur le premier épisode avec les filles et pareil, il y en a une des 2 qui a dit, «Je suis tombée enceinte, durant mes études» et c'est possible de finir ses études même en ayant un enfant, Ah oui, tout à fait. parce que je sais pas si tu es au courant, mais par exemple à Mayotte, on a aussi 2 cas, de jeunes filles qui arrivent pour faire leurs études. Au final, elles tombent enceintes, durant leurs études et elles s'arrêtent et il y a eu une phrase, enfin qui est pas forcément très gentille, mais en mode, bac plus bébé. Donc tu arrives ici, c'est bac plus bébé, au final tu continues pas tes études, mais tu as juste un enfant et tu t'arrêtes et je sais pas si en fait, si elles se sentent vraiment débordées, elles se disent: «Je suis débordée, je peux pas y aller, j'ai plus le temps, je peux plus continuer» ou c'est vraiment, le fait de juste se retrouver seule avec un enfant et tu te dis: «Ben, je pense que c'est la même chose» mais je sais pas en fait la culture qu'il y a derrière pour que la femme se dise: «Bah, je ne veux plus continuer, je peux plus continuer, je peux plus assumer». Je dirais que chaque, parcours de chaque situation est différente, hein, mais de manière générale, même les personnes pour qui ça chez qui ça n'arrive pas, enfin, il y a des parler d'un cas concret. Moi, quand j'étais en stage, de master 1, j'ai une collègue qui avait terminé ses études, qui réfléchissait à un projet, enfant. Mais pour elle, il fallait qu'elle atteigne des objectifs professionnels, il fallait qu'elle, soit propriétaire, il fallait que, enfin, il y avait plein d'autres objectifs
et elle amenait la chose comme si, c'était pas conciliable de faire tout ça en même temps et moi je pense qu'on a si on a l'envie, hein, si on a l'envie, je pense qu'on n'est pas forcément obligé de faire une croix soit sur sa vie, personnelle pour les études, soit sur, sa vie, étudiante pour la vie, personnelle. Je pense qu'avec de l'organisation et avec l'envie encore une fois, il y a des choses qui peuvent être possibles. On n'est pas obligé de faire un choix et donc de faire une croix sur quelque chose. Et est-ce que tu as en tête des aides, par exemple, pour une maman, qu'elle soit solo ou qu'elle soit avec, le père de l'enfant? Mais est-ce que tu as en tête des aides qui pourraient faciliter justement la reprise des études ou le fait de continuer ses études, les aides, avec, l'enfant ou les aides, même, financiers ou autres? Moi, quand je suis arrivée, à Toulouse, que j'ai eu mon fils quelque temps plus tard, je l'ai eu beaucoup plus tard, hein, mais au niveau des aides, ce qui nous avait surpris, c'est qu'on avait pu bénéficier du RSA. Donc, moi, je pensais qu'on ne pouvait pas être bénéficiaire du RSA parce que déjà on avait moins de 25 ans. J'étais étudiante, normalement les étudiants n'ont pas droit au RSA, mais en fait, a quand on a moins de 25 ans et qu'on a un enfant, en fonction des revenus du foyer, on peut être bénéficiaire du RSA. Donc ça a été vraiment, pour nous de l'argent tombé du ciel quoi, parce que on n'avait pas du tout, connaissance de ça, pas du tout prévu. Donc ça c'est vraiment l'aide, qui nous avait vraiment surprises et ensuite, qu'on soit étudiant ou pas, on peut avoir, une je ne sais pas si c'est toujours le cas en 2024, mais en 2027 et en 2022, on pouvait avoir une aide, pour accueillir l'enfant de 900 €. Donc au 7e mois de grossesse, un versement de cette somme pour pouvoir, s'équiper, acheter tout le nécessaire pour accueillir l'enfant. C'est pour tous, sous réserve de ne pas enfin non, non, c'est pour tous. Justement, il y avait des polémiques, parce il n'y avait pas de réserve au niveau des ressources. Je sais pas si ça a été réformé depuis. Mais, du coup, là, on a parlé de vraiment tes études là, on n'a pas encore parlé de la fin de la JAT. Mais, entre-temps, est-ce que tu faisais des allers-retours pour aller à La Réunion? Parce que ta maman, elle est restée à La Réunion. Alors, avant d'avoir mon enfant, je crois que c'était la continuité territoriale que ça s'appelait. Quand on venait de La Réunion, qu'on était parti pour les études, il y avait la possibilité d'avoir un billet gratuit, pris en charge chaque année pendant les vacances scolaires d'été pour pouvoir, rentrer chez nos parents. Donc, j'y suis retournée en 2013, à l'occasion de mon mariage d'ailleurs, et en 2014 et puis après ça, j'y suis plus retournée. Non, après ça, j'y suis plus retournée, non. La Réunion ne t'attire vraiment pas du tout, Heu, j'aimerais bien voyager ailleurs. Enfin, quitte à voyager, autant aller ailleurs. J'ai ma belle famille, il reste que ma belle famille à La Réunion. J'ai ma belle-mère qui est, venue souvent nous voir et j'ai eu mon beau-père qui nous a rejoints lors de nos dernières vacances aux Comores, donc c'était super. Mais oui, La Réunion, c'est pas forcément une destination qui m'intéresse. Je me dis que je l'ai déjà faite. J'ai l'occasion de voir ma belle famille, qui se déplace, donc si je peux voyager, j'irai ailleurs. Ah oui, j'avais une question aussi, du coup, tu parles créole alors? Non. Non? Bon, Qu'est-ce que je me franchement, c'est pas que je ne sais pas, c'est que j'ai pas l'accent qui va avec et je comprends très bien à la maison, mon mari me parle réunionnais, je réponds en français, on communique comme ça. Si vraiment, si j'avais été face à un réunionnais qui parlait pas un mot français, ce qui est très peu probable, je pourrais très bien communiquer avec lui. C'est juste un manque de volonté. d'accord. C'est peut-être un peu trop moqué, c'est pour ça que et j'ai pas précisé aussi, mais ma mère vit à Marseille, en fait. Elle est rentrée entre-temps. Ah, elle Oui, est c'est pour rentrée. ça. Elle est rentrée en 2016, donc finalement, j'avais encore moins de raisons d'y retourner. Elle a attendu que tu aies ton bac, après elle s'est dit: «C'est bon, je vois». Non, c'est que je pense que j'ai un peu forcé. J'ai Mmh. joué un peu sur, le côté émotionnel, tu vois? Le fait d'être, mamie, le fait d'être coco, de pas voir ses petits-enfants et cetera. Bon, c'était toute, une argumentation pour moi. Je vois. Ça marche. Du coup, là, pour le master, tu finis, ton année, de master et là, est-ce que tu veux continuer? Puisque, j'ai en tête, du coup, le doctorat en psychologie. Est-ce que pour toi, à ce moment-là, la question de continuer, elle se pose? Ou tu te dis: «Là, je suis arrivée, là où je voulais être et c'est bon»? Non, pour moi, je suis arrivée là où je voulais être parce que le doctorat, c'est 8 ans d'études et justement, j'ai toujours dit que je voulais pas faire de doctorat, que je voulais pas faire d'études longues. C'était déjà, long pour moi dans le sens où, mener plusieurs choses, en même temps, c'est faisable, mais c'est pas le plus simple. À un moment donné, il faut savoir ralentir aussi. Et puis, j'avais pas envie de faire de la recherche. Vraiment, moi, tout ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir me professionnaliser, d'accompagner les personnes,
d'être sur le terrain. C'est ça qui m'animait, qui m'anime encore aujourd'hui. Je ne dis pas que les études, c'est terminé. Comme je le disais au début, j'aimerais bien me spécialiser, faire, voilà, des apprendre de nouvelles choses, de nouvelles pratiques, de nouvelles, techniques d'accompagnement. Mais, doctorat, c'est quelque chose qui m'a jamais intéressée. Et une autre question aussi, est-ce que en étant, du coup, psychologue, est-ce que tu as tendance à analyser les gens autour de toi? Parce que je pars de après c'est vraiment un préjugé, un stéréotype, mais je me dis quand tu es psychologue, tu vas te mettre à analyser tout le monde, tout ce que tu vois autour de toi ou pas du tout? Pas du tout, enfin, ça, c'est quelque chose mais c'est le stéréotype. En fait, il faut te dire qu'on est des enfin, quand je discute avec des gens, je c'est vrai qu'il y a parfois des choses des discussions, ben, qui vont nous mener à, se dire: «Bon, ben, là, je passe sur ma posture psycho, elle me dit ça, je pense qu'il y a quelque chose qui se joue derrière». Mais sinon, au quotidien, enfin, on n'est pas toujours en train d'analyser, quand c'est pas nécessaire, on le fait pas. Par contre, je pense que ce parcours m'a aidée à être, beaucoup plus bienveillante envers les gens, beaucoup moins dans le jugement. Tu vois? Par exemple, je me souviens que nous d'autant plus quand on vient de Marseille, je me disais: «Mais c'est pas vrai, tous ces jeunes, qui sont à la rue, enfin qui sont dehors quoi, qui travaillent dehors», entre guillemets «travaillent». Enfin, pourquoi ils font ça? Enfin, c'est vrai que plus jeune, j'étais beaucoup dans le jugement et aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans la compassion. Je me dis que s'ils sont là, c'est qu'il y a tout un parcours derrière, peut-être un parcours, fracassé qui fait qu'ils se retrouvent. On a eu la discussion avec un de mes collègues et où on en parlait et pareil, on se posait la question en mode, qu'est-ce qui fait que ces jeunes arrivent jusqu'à là, en fait? Quand tu regardes leur passé, leur environnement, tu te dis, ben, en fait, d'un côté, c'est normal que ces jeunes arrivent jusqu'à enfin, je dis normal, je m'entends, hein, mais arrivent, à ce stade-là de, entre guillemets, «travailler dehors». C'est vrai on peut se dire, toutes les personnes qui ont grandi dans les quartiers nord, ne sont pas devenues délinquants. Pourquoi eux le sont? Et finalement, on fait avec, ce qu'on a. On fait avec ce qu'on a, on n'a pas tous, le même cadre familial, le même soutien. Vraiment, les éléments qui vont intervenir dans la construction, tout va se jouer là et on n'a pas tous la même résilience aussi donc voilà, vraiment, je pense que il est important de prendre du recul et de se dire que ce parcours-là, ils l'ont pas forcément choisi au départ. C'était peut-être des gens qui voulaient devenir, je sais pas, pompiers ou autres et se sont retrouvés là un peu à défaut. Mais j'ai eu le cas de l'épisode ça va sortir un peu plus enfin, avant toi, avant le tien, mais du coup, d'un jeune, pareil qui, aujourd'hui s'en sort super bien, mais au départ, il a commencé, très, très, très mal et en racontant un peu son histoire et là, en discutant, je me dis: «Mais en fait, à l'époque, il avait juste besoin d'un suivi, d'une personne qui l'écoute, d'une personne, qui sache en fait, dans quoi il est en train de passer, pour pouvoir en fait éviter tout ce parcours-là», mais Et là, on se rend compte aussi de la problématique de l'isolement en France. Parce que finalement, avant, même encore, un peu actuellement, c'est tout un village ou tout un quartier qui était derrière un jeune. Et aujourd'hui, chaque famille est isolée. Il y a moins ce suivi, il y a moins ce soutien qui intervient et c'est la perte, hein. Les parents sont au travail, le père travaille, la mère travaille. Souvent la mère est femme de ménage, elle part tôt le matin, elle rentre tard le soir, parce qu'elle travaille aussi le soir. Finalement, elle est disponible la journée quand les enfants ne sont pas là. Souvent le père est absent. Il y a plus d'éducation en fait, il y a plus d'éducation. super dommage. Donc, là, tu arrives, tu es diplômée, tu restes à Toulouse? Tu veux pas partir de Toulouse? Alors je suis en emploi avant d'obtenir mon diplôme. C'est ce qui fait que, je reste à Toulouse, premièrement. En plus, j'aime bien la ville, mon mari est bien aussi, il y travaille, j'ai une place en crèche, mon fils est à l'école. Enfin, il y a pas de raison vraiment pour nous de quitter Toulouse. Hormis le fait que, c'est vrai que depuis, la crise sanitaire qu'on a vécue en 2020, pu prendre de freiner. Comme je disais, j'étais vraiment dans cette course effrénée, aller à l'université, récupérer mon fils, le repas, bref, vraiment la course du quotidien et là, j'ai mis pause et d'ailleurs, c'est d'ailleurs à cette période-là que mon fils a commencé à faire ses nuits. C'est peut-être, un indicateur et je me suis dit: «Mais en fait, c'est ça la vie». Et je vis pas, en fait. Je vis pas, je suis comme une petite souris dans une roue, tu Oui. vois? Et j'avance, 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 mais je vis rien et ça a été marquant pour moi. Je me suis dit: «Je meurs demain», pas forcément par rapport au covid, hein, mais de manière générale, «Je meurs demain, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai profité de la vie dans le sens, passer du temps avec mes proches, faire des choses que j'aime?»
Est-ce que vraiment j'ai fait tout ça? Ou est-ce que j'étais juste dans le système? Parce que pour moi, je suis juste dans le système, en fait. Même là, dans mon poste actuel, comme je te le disais, je me sens un peu freinée parce que faut tout faire vite, 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 vite. OK, je suis épanouie dans le sens où j'accompagne des personnes, j'apporte ma pierre à l'édifice, je les accompagne durant tout le parcours, je vois le résultat et ça, c'est super enrichissant. Mais à côté de ça, le stress que ça produit, le fait de toujours être dans le speed, on te demande de faire toujours plus vite avec toujours moins de temps et ça, pour moi, c'est problématique. J'ai vraiment envie de ralentir. C'est pour ça qu'aussi se pose la question, de retourner aux Comores, enfin de retourner aux Comores. J'ai jamais vécu aux Comores, hein, mais pour moi, c'est un retour aux sources finalement. Et tu as été, en vacances du coup, de temps en temps aux Comores? J'ai été rarement en vacances aux Comores. J'y suis allée plus jeune avec ma mère 2 fois, puis, une année en 2011 seule. Ça a été vraiment une expérience, négative pour moi. Déjà voilà, la maison familiale n'était pas terminée, j'étais assez isolée, étant donné qu'il y avait pas ma mère, j'avais pas d'autorisation de sortie et cetera. Bref, en fait, j'ai passé un mois entre 4 murs de béton. C'était très compliqué, je voulais plus du tout y retourner et puis, finalement quand j'ai eu mon fils, je me suis dit que ça serait bien, ben, qu'il connaisse aussi ses origines, heu voilà, le fait de re le retour à l'essentiel pour moi, c'est important et donc on a programmé un voyage tous en famille, donc ma petite famille à moi, ma mère, ma sœur et sa famille et cetera pour, se retrouver aux Comores l'année dernière. Nous, on avait quand même dans l'idée de partir pas en période estivale, pour vraiment, se confronter à la réalité, du quotidien des Comoriens et donc on est partis en février. L'idée, c'était quand même d'avoir une idée de comment pourrait être la vie là-bas et donc voilà, on est partis avec, un objectif quand même d'analyser un petit peu, pour pouvoir mieux se projeter pour éventuellement, aller s'y installer. Et j'essaie de me retrouver un peu dans mes notes parce que j'étais en train de t'écouter. Ouais, j'allais te poser la question de comment s'était passée la recherche de ton boulot, mais toi, tu as signé même avant même de finir, donc au final, ça a été, très facile pour toi. Mais du coup, est-ce que c'est eux qui t'ont proposé de rester ou est-ce que toi, tu avais fait la demande ou, enfin, le besoin était là? Alors déjà, juste pour parler du fait de postuler, de rechercher un emploi, moi je voulais travailler dans cette structure avant même de faire mon stage. C'est pour ça que j'ai choisi ce lieu de stage. Donc je pense qu'il y a aussi c'est important de choisir son lieu de stage en fonction de là où on aimerait aussi travailler. Parce que si l'expérience se passe bien, on a de fortes chances, s'il y a un besoin aussi de recrutement, de pouvoir y rester. Donc ça, c'est un conseil que je donnerais aussi, d'étudiants ou futurs étudiants. Ensuite, j'ai postulé. Ma candidature n'avait pas été retenue. J'avais une réponse négative à l'issue de mon stage parce qu'il y avait une ancienne personne à la direction et en fait, comme je le disais, en fait, on intervient sur des prestations, donc on répond à des appels d'offres et dans le cahier des charges, pour une prestation en particulier qui est le conseil en évolution professionnelle, il fallait avoir 3 ans d'expérience, pour pouvoir, se positionner et je les avais pas encore. Donc c'est pour ça que ma candidature avait été, recalée, sachant que ça représente quand même une bonne partie de notre activité. Sauf qu'en fait, il y avait un petit astérix qui disait que si on était diplômé d'un certain niveau, on pouvait y accéder quand même et donc quand la direction a changé, j'ai repostulé et puis, j'ai été retenue. Et là, depuis, tu es avec eux. C'est ça. J'ai d'abord, travaillé, au siège à Montauban, puis, dès qu'une place s'est libérée à Toulouse, j'ai pu être, mutée en quelque sorte. Et est-ce que tu as en tête de, utiliser ton expertise, enfin, en tant que psychologue, en rentrant, par exemple, si ça se fait, et je te le souhaite que ça se fasse, le retour, au pays du coup, est-ce que tu as dans l'idée de vraiment aussi utiliser cette expertise-là, là-bas? Ou tu veux complètement changer de de chemin? La question se pose. La question s'est posée déjà de proposer des accompagnements à distance, pour, pouvoir quand même répondre, à la demande ici parce que, voilà, comme tu le disais, je pense qu'il y a peut-être des personnes, en fonction de leur origine ou de leur religion, qui pourraient être intéressées, ou chercher quelqu'un qui va le plus se rapprocher, de leur histoire. Même si je pense que c'est pas un frein de se faire accompagner par quelqu'un qui n'a pas forcément la même origine que vous, la même religion que vous, mais je comprends qu'il y a des choses qui peuvent être mieux comprises. Donc en fait, tout ça, c'est encore en construction, c'est encore en réflexion. Je m'étais, demandé si j'allais pas proposer également du bilan de compétences et auquel cas, laisser mon entreprise en France et faire des choses à distance. Parce que justement, je trouve que le côté psycho n'est pas très développé aux Comores. Déjà, bon, c'est sûr que la tarification ne serait pas la même qu'en France,
le pouvoir d'achat n'est pas le même, les préoccupations ne sont pas les mêmes. Quand une personne a un problème, on va dire, qu'elle est malignée, on va pas dire qu'il Oui. on va pas dire qu'elle a un souci psychologique, enfin, je dis pas que ça n'existe pas, mais, je pense qu'il y a des fois des raccourcis qui sont faits. Voilà, j'ai quand même cette crainte que ce soit pas encore le moment aux Comores pour, proposer ça. Par contre, comme tu as pu le voir peut-être sur le réseau Discord, il y a des offres qui circulent et là, notamment la dernière offre, je crois que c'est le PNUD qui proposait cette offre-là, pour une période de 10 semaines pour, accompagner, un accompagnement psychologique des victimes, du choléra aux morts ou des proches de victimes de choléra et ça c'est peut-être un volet qu'il saurait approfondir. Mais après comme je le disais, j'aimerais, je sais pas si c'est le syndrome de l'imposteur, hein, mais j'aimerais, renforcer mes compétences, en accompagnement thérapeutique. C'est clairement le syndrome de l'imposteur, Naïma. Voilà, je me sentirais plus rassurée, enfin pour moi c'est tellement important en fait, on peut pas faire n'importe quoi avec les gens, tu vois? C'est Comment tu penses, un peu gérer cette partie-là? Parce que, bon, je vais donner l'exemple de chez moi. J'avais proposé à ma mère de faire suivre son fils, du coup, mon frère, psychologiquement et la première réponse qu'elle m'avait donnée, elle m'avait dit: «Donc moi, je vais envoyer mon fils aller voir un psychologue qui boit qui mange du porc, suivre mon fils? Non, parce que le psychologue ne va jamais dire à mon fils de pas d'arrêter de boire ou de fumer». Du coup. c'est là où je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent des psychologues, musulmans. Par exemple, là, en aparté, moi, là, je suis, ça fait 2 ans que je prends des cours d'arabe et de tajoud avec mon fils et dans le groupe d'étudiantes, dans lequel je suis, il y a des personnes qui cherchaient justement, des psychologues, musulmanes et elles sont confrontées à la difficulté, d'en rencontrer parce qu'effectivement, il y a tout ce volet spirituel qui peut être incompris par les professionnels, mais d'autant plus qu'on est en France. On est en France avec, ce climat, islamophobe, heu, clairement, on sait qu'on peut tomber, se faire accompagner par un islamophobe, quoi, pour le dire, directement et même avec ta posture de psychologue qui te demande de ne pas être dans le jugement, dans l'interprétation et cetera, tu es quand même quelqu'un. Le psychologue, il est pas que psychologue, il a son histoire, il a son mode de pensée et ça peut impacter effectivement, l'accompagnement. Après au psychologue aussi de pouvoir réorienter et de dire quand il voit que ça ne fonctionne pas ou qu'il ne pourra pas accompagner la personne par rapport à ses croyances, de lui dire, «Je ne me vois pas vous accompagner», bon, pas de cette manière-là, hein, mais voilà, de rediriger vers un confrère ou, de proposer à ce qu'il se fasse accompagner par une autre personne parce qu'il ne se sent pas, capable ou à l'aise pour mettre ses croyances de côté. Ça soulève encore une autre question, mais en tant que psychologue, du coup, j'avais vu que, vous êtes aussi soumis, à un suivi aussi psychologique d'un confrère et est-ce que c'est le cas, du coup, de ton côté, même en ayant ce suivi aussi social-là? Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que c'est une obligation finalement ou c'est juste une recommandation? D'accord. Alors, pour les psychologues, manière générale, avec le titre de psychologue, pas l'obligation d'avoir un suivi psychologique. Après, c'est recommandé. Il y a pas mal de gens qui le font. Moi, personnellement, je l'ai pas fait, mais je sais que pas mal de personnes le font. C'est pas obligatoire. Par contre, les psychanalystes, eux, il me semble que c'est, fortement recommandé, voire obligatoire de pouvoir avoir c'est obligatoire de faire son analyse, soit en amont, d'avoir commencé déjà l'analyse bien avant et de poursuivre éventuellement pendant l'exercice. Et du coup, juste pour être, un peu plus clair et donner plus d'informations, psychanalyste, du coup, lui, il va prescrire des médicaments ou, c'est quoi la spécificité, du coup, finalement, du psychanalyste par rapport au psychologue? Alors seul le psychiatre peut prescrire, des médicaments. Donc le psychiatre, lui, c'est, un professionnel de santé, c'est un docteur, hein, qui peut lui, prescrire, des médicaments, des traitements. Le psychologue, lui, va plutôt proposer un accompagnement, un soutien psychologique, un accompagnement pour pouvoir justement, faire face à certains troubles, trouver des solutions, sachant que quand on a un trouble psychologique, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une prescription, médicale. Pas obligé de prendre des médicaments. Exemple pour, pouvoir, aller de l'avant et ne plus être handicapé par, des troubles en lien avec l'anxiété, par exemple, l'anxiété sociale qui vous empêche, d'aller dans des centres commerciaux ou, de vous retrouver dans des lieux où il y a du public.
il n'y a pas forcément besoin de prendre des médicaments. Donc tout va dépendre aussi de la problématique. Est-ce qu'il y a un risque, au niveau de la vie? Est-ce que voilà, c'est pas obligatoire. Par contre, le psychanalyste, lui, heu, c'est tout un c'est un autre concept, hein. C'est un concept en clinique qui va se baser, plutôt sur, voilà le discours, l'interprétation des rêves, au niveau conceptuel, c'est l'idée que quelque chose qui échappe à la personne et qui fait qu'elle n'est pas forcément responsable de ses actes et moi j'adhère pas forcément à la psychologie, à la psychanalyse donc tout est une question de concept. Donc, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu as encore quelque chose à rajouter sur toute cette partie-là. Sinon, je pense qu'on peut partir sur les, dernières questions. Est-ce que tu as deux, trois conseils à donner à un jeune, par exemple, qui vient, de commencer ses études ou un jeune qui veut faire, psychologie peut-être, qui veut faire de la psychologie? Est-ce que tu aurais deux, trois conseils à lui donner? Alors, le premier conseil que j'aurais à donner, c'est qu'on aura beau tout tracer, tout prévoir, parce que moi je suis quelqu'un qui organise beaucoup, organisait beaucoup ma vie, on n'est pas forcément maître de ce qui va nous arriver. Donc l'idée c'est de donner le meilleur de soi-même, d'avoir des objectifs clairs, de mettre, tout ce qu'on peut en œuvre pour atteindre ces objectifs-là, mais de se dire qu'il y a quand même une part où on n'est pas maître de notre destin. Il y a des choses qui peuvent, intervenir dans nos vies et tout chambouler au niveau de tout ce qu'on avait, programmé. Donc garder ça en tête, ça permet aussi de rester debout s'il nous arrive quelque chose d'imprévu. Donc voilà, le 1 conseil que j'aurais, c'est, de garder en tête qu'on n'est pas maître. Le deuxième conseil, ça serait de pouvoir quand même identifier les personnes ressources. Personnes ressources, au niveau de son entourage proche, mais aussi, au niveau des institutions. Peut-être qu'il y a, voilà, des conseillers en orientation, qu'il y a des structures qui peuvent accompagner en cas de problématiques particulières. On a parlé de l'assistante sociale tout à l'heure, des conseillers en orientation, dans les établissements scolaires. C'est des choses qui peuvent être négligées ou non connues et qui font qu'on peut passer à côté. Et la troisième chose, que je pourrais dire, c'est, de ne pas oublier d'où l'on vient finalement. Parce que quand on quitte le foyer, le cocon familial, notamment pour aller dans un autre pays, parce que ça peut être la France ou ça peut être ailleurs, on rencontre des gens qui viennent, de divers horizons et on peut peut-être parfois s'oublier. Donc l'idée c'est vraiment de ne pas oublier d'où l'on vient, quelles sont nos valeurs, après la force de la vie souvent nous ramène de toute façon aux origines, hein, mais c'est important de ne pas se perdre. Du coup, quand on se sent perdu, enfin, quand on a un plan déjà tout tracé et que, le plan n'est pas respecté, on va dire, en fait, est-ce que tu as un conseil? Parce que, on peut ne pas être préparé à échouer. Imaginons aujourd'hui on subit, on va dire, on subit ou on est amené à avoir un échec. Qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune qui est dans ce cas-là, se relever plus facilement ou pour, relativiser ou, vraiment en fait se dire: «Ben, c'est un échec peut-être, mais ça ne conditionne pas forcément toute ma vie». Quel conseil tu donnerais à ce jeune-là? Le conseil que j'aurais, c'est que pas d'échec, en fait. J'aime bien la citation de Nelson Mandela, «Je n'échoue jamais» ou «Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends». Donc il y a pas d'échec. Finalement, ce qui est arrivé participe à la construction, ça aide à grandir. Le fait de justement dépasser ces situations difficiles permettent, de devenir meilleur ou de grandir comme je le disais et je pense que c'est important de vivre ces choses-là. La vie, c'est pas un long fleuve tranquille et je pense que, voilà, c'est comme les enfants, quand ils apprennent à marcher, il faut tomber, en fait, pour pouvoir, se relever, comprendre comment ça marche et cetera et ce qu'on appelle échec, finalement, c'est nécessaire pour pouvoir grandir, pouvoir s'épanouir, pour pouvoir, évoluer. Que moi, je pense qu'il faudrait vraiment, se resignifier finalement cette notion d'échec et se dire que si on n'a pas réussi forcément, du premier coup ou dans cette voie-là, c'est que c'était pas pour nous, c'est tout simplement ou c'était pour apprendre à quelque chose, avoir une leçon. Parce que, moi, par exemple, mon année de BTS, on pourrait revenir là-dessus, c'était pas une réussite. Je veux pas dire que c'était une réussite. Pour moi, je n'avais rien à faire ici. Mais, bah, cette année-là, je pense qu'elle a servi, même si c'est pas forcément au niveau du BTS, hein. Je pense que cette année-là, il fallait que je la vive. De vivre chacune des expériences, de se donner à fond. Si ça fonctionne pas, tant que vous vous êtes donné à fond, bah, il y a pas de regret à avoir et voilà, de se laisser guider, hein, finalement. Merci beaucoup et quelles sont, les 2 plus grandes leçons que tu as apprises tout au long de ton parcours? Ah, par rapport à la vie scolaire, du coup, par rapport au parcours étudiant, Par rapport à ton parcours étudiant, même à ton parcours un peu personnel? peut-être que ça va faire répétition, hein, mais pour moi, la plus grosse leçon, c'est: contrôle pas tout parce que je suis quelqu'un qui était
Je peux parler au passé maintenant parce que j'ai bien compris la leçon. J'étais dans le contrôle, donc je ne contrôle pas tout. Puis, toutes les expériences sont bonnes à vivre, quoi. Toutes les expériences sont bonnes à vivre, même les plus terribles, on s'en rend pas compte tout de suite, mais c'est pas pour rien qu'on dit, que derrière un mal se cache un bien. Allez, on s'approche encore plus de la fin. Est-ce qu'un jeune qui est intéressé du coup par, ton parcours, par le métier d'être, enfin le métier de psychologue ou même psychologue social, est-ce que ce jeune-là peut te contacter et si oui, où est-ce qu'il peut te contacter? Oui, tout à fait, il y a déjà des personnes qui me contactent, bon, souvent c'est des personnes qui sont déjà en master, peut-être qui commencent à se constituer un réseau, notamment pour trouver un stage. Mais, vous pouvez très bien me contacter, sur LinkedIn, par exemple. Je suis joignable facilement, j'essaie de répondre entre 2 Mmh. rendez-vous. Tu risques de recevoir, je pense, un message de ma petite sœur. Elle veut faire psychologie et depuis, en fait, je me dis: «Mais il y a Naïma» et je sais pas pourquoi, mais j'arrive pas à lui envoyer le message pour lui dire: «Mais Naïma». Oui, ben, n'hésite pas franchement à me contacter, sur LinkedIn. Dès que j'ai un moment, je répondrai. Après, est-ce que tu sais quelle spécialité l'intéresse? Alors, pour l'instant, elle veut faire, psychologue et ensuite elle hésitait plus à aller jusqu'au doctorat ou, pas du tout, plus pour faire un peu de la clinique et ou s'arrêter après, du coup le master. Mais pour l'instant, j'ai que ça comme info. Après, elle peut tout à fait être clinicienne sans aller au doctorat, hein. Beaucoup font le choix, moi, par exemple, j'ai fait ce choix-là aussi. En partie pour ça, c'est qu'en psychologie clinique, il y a énormément de candidatures. Tout ce qu'il te faut pour, monter ton cabinet, c'est d'avoir le titre de psychologue, que ce soit psychologue cognitif, clinique, social ou autre. Il y a des psychologues du travail qui font aujourd'hui de l'accompagnement thérapeutique parce qu'en annexe, à côté, ils ont fait des DU qui leur ont permis, d'avoir, d'autres compétences, pour, accompagner au niveau de la thérapeutique, même s'ils n'ont jamais vu de leur, enfin jamais vu. Dans la spécialisation, ils n'ont pas fait de clinique. Moi, l'atout que j'ai trouvé dans l'approche que j'ai choisie, c'est vraiment d'avoir, la double approche clinique et sociale, qui fait que finalement on peut très bien accompagner en thérapie, mais, également avoir cette sécurité, peut-être que j'aurais dû en parler, tout à l'heure, mais ça me vient que maintenant, d'avoir cette sécurité de pouvoir, trouver un emploi à l'issue de l'obtention du master. Parce que la problématique qui se pose quand on sort d'un parcours de psychologie, c'est que soit on est clinicien, on sort d'un parcours, psychologie clinique et on a l'opportunité d'avoir un mi-temps, par exemple, dans une institution ou dans des établissements comme, les maisons à caractère sociaux et cetera. Soit, enfin les personnes généralement, elles ont un mi-temps et elles se mettent à mi-temps à leur, en indépendant, en libéral. Mais, trouver un temps plein, c'est assez compliqué, à part si on a choisi le parcours psychologie du travail et on intervient dans des structures, notamment dans le recrutement, ce genre de choses. Moi, c'est quelque chose qui m'intéressait pas du tout. Soit on fait le choix, de s'orienter en psycho de l'orientation, par exemple, ou de l'accompagnement professionnel et là, malheureusement, la plupart du temps, les personnes, on leur demande, pour travailler dans des structures, en tant que consultant, d'avoir au moins 3 ans d'expérience. Généralement, quand tu as une filière, initiale, tu n'as pas les 3 ans d'expérience. Donc tu te retrouves en tant que conseiller en insertion professionnelle à Pôle emploi ou à mission locale, et c'est pas forcément ton ambition. Mais, au bout des 3 ans, tu vas pouvoir, intégrer une structure comme, celle, dans laquelle je travaille, où tu vas pouvoir, avoir un poste de cadre, voilà, quelque chose qui correspond peut-être plus à qui fait plus lien à ton niveau de master que les postes qui pourraient être proposés. Ça marche. Du coup, j'ai pensé à une question tout à l'heure. Est-ce que, par exemple, un jeune qui vient d'avoir son bac, qui au final sait que elle veut, enfin, ce jeune-là veut faire enfin, veut faire psychologue, est-ce qu'il peut commencer à chercher des stages à ce moment-là pour faire, genre des stages de découverte ou autre? Ou, au final, il y a la phase de confidentialité qui intervient et qui fait que les personnes ne peuvent pas forcément faire de stage, à ce moment-là? Alors effectivement, il peut y avoir une clause de confidentialité. Moi, je ne connais pas des personnes qui ont fait des stages, auprès d'un libéral. Peut-être qu'en clinique, c'est plus simple, mais je pense que c'est en institution, encore une fois. La personne veut du coup sait déjà qu'elle veut faire psycho. Oui, je trouve que c'est primordial, notamment aujourd'hui avec Parcoursup où pour déposer un dossier, aujourd'hui, il faut montrer qu'on fait, des activités extra-professionnelles. Enfin, pour avoir, plus de chances d'avoir un dossier retenu, il faut montrer qu'on est investi au niveau associatif, qu'on a des activités extra-professionnelles, qu'on fait du sport, qu'on fait ceci, qu'on fait cela, qu'on a, fait des immersions ou des stages,
on s'est confronté à la mais c'est un truc de dingue. Oui, tu constitues déjà un dossier pour postuler à Alors que tu même pas sûr en fait de là où tu veux aller. Ça se trouve, tu as même pas envie de quitter ta chambre chez ta mère et il faut déjà que ta vie elle soit toute tracée. Enfin, moi, ça m'a pas forcément dérangée, au moment où je quittais parce que j'avais ce besoin d'indépendance, je suis la première dans ma famille, voilà, les responsabilités, ça me faisait pas peur, mais je sais qu'il y a d'autres personnes, c'est pas du tout, moi, ma petite sœur, par exemple, je sais qu'elle va pas quitter, le cocon familial tout de suite et c'est compliqué, je trouve, pour les jeunes aujourd'hui. En clairement. tout cas, oui, faire des stages, important. Même en licence, même, enfin, dès que l'opportunité se présente. Il faut et pour, la dernière question de la fin, est-ce que durant, ton enfance, à un moment donné, est-ce que tu t'es dit bon, parce qu'au départ, tu nous as dit que tu voulais faire infirmière. Est-ce que c'était, dû à un événement dans la famille ou est-ce que tu te disais: «Bon, j'ai juste envie de soigner les gens» ou est-ce que tu avais déjà en tête un petit problème? Tu t'es dit: «Il y a ce problème-là qui existe en étant infirmière, peut-être que moi, je peux le régler». Alors je oui, au niveau de durant la période de bac, mon souhait, c'était de devenir infirmière, mais avant ça, par exemple, quand j'étais en primaire, je voulais devenir pompier. Pompier, au niveau des ambulances, quoi. Enfin, pas des ambulances, mais pompier, je sais pas comment on appelle ces pompiers-là. Pas pompier du feu. Vraiment, pour moi, en fait, la santé, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie et ça a toujours été important pour moi de travailler avec quelque chose qui est en lien avec la santé et donc quand j'ai eu ce remaniement, à savoir est-ce que j'abandonne mon projet de devenir infirmière ou pas? Je m'étais dit: «Mais en fait, le travail aussi, c'est au cœur de la vie des gens». Donc travailler sur accompagner sur tout ce qui va être orientation, reconversion professionnelle et cetera, c'est super important parce que c'est au centre de nos vies, le travail et à côté de ça, finalement, on parle aussi de santé mentale. Donc, pour moi, la boucle était c'était une évidence de continuer dans ce parcours-là. Et pourtant, c'est pas du tout, ce que j'avais prévu au départ, hein. Par la force des choses, voilà où je me retrouve et je m'y sens bien. C'est toujours assez drôle à chaque fois que je pose cette question parce qu'il y en a qui où, dès le départ, en fait, ils savaient qu'ils voulaient faire quelque chose. Au final, ils retombent sur ça ou, c'est, «Je veux faire un truc en lien avec les humains, être, proche avec, des personnes», et au final, ils font un truc dans le social, Et moi, ça m'a beaucoup marqué parce que dans l'accompagnement bilan de compétences, donc c'est une prestation que je réalise, dans le cadre, de mes missions, j'ai énormément de personnes, quarantaine d'années, qui veulent faire au final, ce qu'ils avaient l'intention de faire au départ, durant la période de bac ou durant la période où il fallait choisir, la filière, du baccalauréat et finalement, ils ne se sont pas écoutés parce qu'il y a eu la pression des parents ou voilà, tout un contexte familial qui faisait que, même s'ils ont une carrière, une belle carrière dans un domaine d'activité, finalement, ils sont prêts à laisser tomber et à retomber sur, le premier projet, les premiers prémices et ça, c'est frappant. Même pour eux, des fois, ils s'en rendent même pas compte et c'est à la fin qu'ils se disent: «Mais en fait, j'y avais déjà pensé quand j'étais au collège ou j'y avais déjà pensé quand j'étais au lycée. Personne aujourd'hui va m'empêcher». mmh. Donc aussi message aux parents, finalement, ça sert à rien de mettre la pression aux jeunes, je pense. Mais est-ce que tu sens à ce moment-là que ces personnes-là arrivent avec, une certaine frustration ou, ils arrivent zen, ils arrivent un peu tranquilles en se disant: «J'ai fait ce boulot que j'avais depuis toutes ces années, mais je sais qu'il y a quelque chose que je voulais faire et j'ai envie de reboucler ça et de finir en fait parce que je voulais réellement faire». Est-ce que vous sentez plus de la frustration ou c'est plus de la tranquillité, Vraiment, ça dépend des profils. Ça dépend des profils. Il y a des personnes justement qui se disent: «On m'a empêché toute ma vie, aujourd'hui, j'ai décidé qu'à 40 ans, je pouvais faire ce que j'avais envie de faire» et il y a des personnes finalement qui arrivent, qui veulent juste faire un point de carrière, pas forcément se reconvertir, faire un point sur ce qu'elles savent faire, ce qui pourrait, leur permettre de s'épanouir davantage et là, elles retombent sur des projets d'enfance et ça fait sens pour eux. Merci beaucoup. Moi, je vais pas continuer parce que sinon je vais toujours trouver des questions à te poser. Je garde ça pour le deuxième. Avec Hem, plaisir. merci beaucoup Naïma d'être venue sur Insulaire Podcast. Avec plaisir. Merci encore de nous avoir écoutés. J'espère que tu as pris autant plaisir que nous lors de l'enregistrement à écouter cet épisode. N'hésite surtout pas à nous laisser 5 étoiles si l'épisode t'a plu, nous laisser un petit commentaire pour nous faire part de tes retours. Quant à moi, je te dis à très vite avec un nouvel invité dans Insulaire Podcast.